je faisais le générique, en fait, je faisais le con. Bref, voilà. Voilà. Il a jeté. Je t'ai jeté au lion. Voilà. Ça va rugir. Ça va rugir, ouais, comme Laurent Rugir. Non, c'est Ouais, Laurent rugira. Rugira. C'est un mélange entre Laurent Ruquier et Laurent Et Gérard. Roger Rabbit. Oh mon dieu, j'ai une image bizarre. Mais bon, Laurent Gérard avec la tête de Roger Rabbit. et le corps de Laurent Ruquier. Ça se fait. Quoique Laurent Ruquier est vraiment connu pour son corps, en fait, parce qu'il il a un corps normal. Ouais, justement. En fait, il est très grand, Laurent Ruquier. D'accord. Nous allons tout savoir. Ce soir, vous saurez tout sur Laurent Ruquier. Nous allons tout savoir, qui peut être un titre d'émission de Laurent Ruquier d'ailleurs. Oui, on va tout savoir. On va tout savoir. Mais bon, Mais c'est bon. parce qu'il devient le pauvre Laurent Ruquier. Donc. Il fait des choses sur TF1. Oui, et puis il fait plus les grosses têtes. Non. Enfin, si, je crois qu'il fait toujours les grosses têtes. Les grosses têtes. Voilà. Il a disparu de mon radar personnel. Oui, ben voilà. Parce que tu ne regardes pas TF1, Olivier. C'est une Ouf, faute. non, Tu n'es pas bon français. Ouais, je regarde Koh-Lanta quand même. Ah, ça va. Ouais, c'est Mais un peu... on va pas parler de Koh-Lanta ce soir, si j'ai bien vu. Non. Il va y avoir du crois cinéma, il va y avoir de la série, Ah et ouais. un Gloubi-Boulga de chaîne YouTube qui j'avais envie de parler, et j'ai fait un gros mix. Voilà, parce que In The Mix n'est pas un Gaulois. Nous allons partir sur l'épisode 33. Hop, une petite rime. C'est grave, docteur. Je fais des rimes comme ça sans le vouloir. Il n'y a pas de générique. Il n'y a pas de générique. Si. Ah, attends. Je vais le remettre. Je vais le remettre, il s'était mis en re-preview. Oh, ben oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé une fois quand Florian présentait. Non, ça c'est bon. Non, ça c'est bon. Voilà. Ah. Voilà. Et il s'était remis en preview alors que j'avais testé des trucs en live juste avant. Bah ouais. Je me suis fait avoir 3 fois comme ça. Et comme quoi, on ne dompte Ça arrive jamais même aux Riverside. Et effectivement, ça arrive à tout le monde. Voilà. Voilà, épisode 33 de l'hebdo de Culture Club Sandwich avec Florian et Olivier. Si vous voulez kiffer le générique, en fait, on est désolé. Enfin, moi, je suis désolé, les deux Oui, autres, c'est je vrai, sais parce pas. qu'on a parlé sur le générique. Tout on à a fait. complètement spoilé le générique. Bon, bah alors on recommence. 1 heure de générique. C'est reparti. Vas-y, parler. Il faut se taire. Sinon, on va être obligé de le remettre encore une fois. Francis Auster. Bon, je recommence. Il y en avait un qui disait... Stop. Attends. T'as pas laissé... Il y a le reverb, en fait, à la fin. Faut que tu le remettes. C'est bon. Faut que tu le remettes, Frédéric. Non, c'est bon. Il y en a un qui disait on ne bouge pas pendant le générique. Là, nous, c'est on ne parle pas pendant le générique. C'était le début d'émission. Et Qui c'est ressemble pas à la rien. meilleure personne qui disait ça. Non, effectivement. Bon, on va parler de meilleures personnes, hein, Oui. en comité poilu, j'allais dire barbu, mais non, pas tout à fait. Pas tout à fait poilu. Pas tout à fait barbu pour Florian. Pas tout à fait poilu. Bon, non plus, en fait. on a tous des cheveux, On a tous des cheveux. globalement. Ouais, et je compte bien les garder, j'en ai même pas de blanc pour l'instant, donc à l'approche Oui, de bah, ça va pas 42 me ans, cramer, je hein. n'ai pas de... si, je crains un peu aussi. si. Je t'avoue que je suis là, ouais, j'approche des 42. Ah bon? Eh ouais, je suis un vieux. Je suis tellement un vieux que je vais parler de trucs de vieux juste après, donc ça va aller très très bien. Ça va aller très très Ça bien. va pas rajeunir notre audience, tout ça. Non, mais est-ce que vraiment On s'en fout. on en a besoin? Non, c'est très bien, venez. Mais est-ce que vraiment C'est tous à la on retraite, veut? non Ils sont tous à la retraite. Nos auditeurs. Oui, je sais pas. Non, je travaille encore, tu travailles aussi, et Florian aussi, donc ils ont à peu près le même âge que nous. Donc voilà.
Bref. Moi, je traite et après je retraite en fait le soir. Ce qui est bien, c'est qu'on parle d'une tranche d'âge qui globalement n'est pas une tranche d'âge de ta semaine, ton récap de semaine, Florian, hein, si je me trompe pas avec. Non, tout à fait en fait. Putain, c'est la transition man. Ah ben c'est là on va retourner au collège, on va retourner avec les personnages de Big Mouth qui ont éternellement 13 ans en fait, ce que j'ai encore réalisé avec la 6e saison, sachant que Big Mouth va se conclure. Non, Big Mouth va se conclure avec la 8e saison. C'est le record de l'histoire de la courte histoire de Netflix, puisque Netflix, ça fait un tout petit peu que 13 ans qu'ils sont dans la place. Mais ils ont produit, comme vous le savez, énormément, beaucoup trop, une quantité, une foultitude de programmes. Et parmi ces programmes, il y avait beaucoup de séries d'animation, mais nul, je dis bien nul, n'a tenu autant que Big Mouth, donc qui est co-créé par, entre autres, Nick Kroll et j'ai du mal à voir Nick Kroll et 3 autres co-créateurs qui se reconnaîtront. Donc oui, ça a duré 8 saisons. Moi, j'avais arrêté à la 5 et donc j'en ai profité dans mon éclat. J'ai arrêté à la moitié de la première, moi. Ouais. Et moi j'aime beaucoup Big Mouth, que je regarde intégralement en VOST, en VOSTF. Moi ça m'a toujours, ça m'a toujours plu. Moi j'ai beaucoup plus aimé les 3 premières saisons que les saisons 4 et 5, c'est-à-dire que la 5 je la trouvais un tout petit peu en deçà, donc c'est pour ça que j'avais fait une pause, et là donc je pense que je vais voir la 6 et la 7 avant probablement la 8, je sais pas quand est-ce que je vais finir la 8, mais bon j'espère pouvoir en reparler. Là c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de matos. Le 3e épisode de la saison 6 que je viens de regarder en fait avait une espèce une espèce de structure en vignette en fait, avec des aventures vaginales qui sont un tout petit peu trop catastrophiques en fait pour 4 études de cas, et une étude aussi sur la honte que ressentent, que ressentent tous les personnages féminins de la série envers en fait leurs aventures vaginales. Donc il y en a une qui a une mycose vaginale, donc il y a un gros délire en fait, puisque dans Big Mouth en fait et mycose vaginale qui n'est pas le présentateur de la Star Academy. Non, lui c'est Nikos hygiénique. N'essayez pas. J'essaie à ta place en fait. Oui, non, mais justement moi j'ai abandonné. Voilà. Ouais. Donc moi je reprends. Ce qui est très intéressant, c'est que il s'y donne à fond pour faire rire, et en plus du casting, on va dire régulier, donc il y a Nick Kroll, il y a John Mulaney, il y a Ayo Edebiri qui donc remplace Jenny Slate dans le rôle de Missy. Il y a vraiment un casting extrêmement. Il y a Jason Mantzoukas qui joue Jay Bilzerian en fait, qui est un personnage qui est introduit sur les saisons 3 et 4. Donc tout ça en fait, tout ce petit monde en fait, on pourrait croire en fait qu'ils épuisent un tout petit peu le côté provoque, et on va dire que pour moi ça continue à fonctionner en fait. Donc c'est il y a pas mal de tendresse, il y a pas mal de choses méta, mais c'est surtout quelque chose c'est surtout une série qui va extrêmement fort pour faire marrer les gens en fait, autour de sexualité. Il y a un tout petit peu de bienveillance, mais il y a surtout énormément d'angles d'attaque. J'ai aussi appris en fait que dans les voix qu'ils invitent, donc par exemple le nouveau Hormone Monster, donc qui est un tout petit peu lead, puisque c'est un des principes de Big Mouth en fait, c'est que chaque personnage principal a son Hormone Monster qui, on va dire, houspille en fait, dit les pensées profondes en fait de leur subconscient, et donc à chaque fois c'est des Hormone Monster personnalisés.
Ils ont même eu un spin-off qui était Human Resources, qui pour le coup a été annulé après 2 saisons. Mais dans le rôle du Hormone Monster de Missy, en fait, qui a un accent british, ils ont carrément ramené Tandy Newton, en fait, donc Tandy Wee Newton, qui est voilà, une actrice extrêmement connue et qui a notamment joué dans Westworld plus récemment. Je l'attendais absolument pas, il a fallu que j'aille googler son nom pour me rendre compte que c'était elle. Donc pour l'instant, ouais, il y a énormément de kiff, il y a énormément de trouvailles visuelles. Enfin, je trouve que pour moi, ça fonctionne encore énormément. Donc je sais pas si ça va vraiment aller jusqu'au bout, parce que quand même 8 saisons de 10 épisodes, hein, avec un tel concept, peut-être ils auraient dû s'arrêter un tout petit peu plus tôt. Voilà, sachant que voilà, l'équipe s'est fait commander une nouvelle série animée pour le compte de Netflix qui va arriver probablement en 2027. Donc clairement, ils vont rester en business avec ça. Mais oui, en fait, Big Mouth, je suis assez curieux de savoir comment il boucle la série, sachant que effectivement en saison 6, il continue à avoir 13 ans, donc il continue à ne pas faire vieillir les personnages. Ouais. On va voir ce que ça donne avec la vieillir d'un 8e coup. saison. On va voir, en fait, le truc c'est qu'on ne sait pas en fait s'ils vont aller au lycée, s'ils vont commencer à aborder à aborder vraiment la puberté en général, parce que c'est une série sur la puberté, mais c'est plus une série sur on va dire sur la découverte de la sexualité et de la prépuberté. Donc je sais pas en fait s'ils vont décider de faire partir les personnages en high school à la fin, je sais pas. En tout cas, oui, ça fonctionne toujours sur moi, ouais. Ouais, bien, très bien. Donc c'est sur Netflix. Voilà, donc ça c'est à voir là-dessus. Et c'était tout ce que je vois dans ta liste, oui, c'est tout ce que tu as fait. C'est déjà pas mal en même temps. On va passer justement à Olivier qui lui par contre ce n'est pas une série Netflix. Hein, loin de là, c'est un film. Oui, et puis c'est un film indépendant. Et en fait, ces dernières années, moi, le cinéma indépendant américain m'a un petit peu saoulé parce que je trouve que tous les films se ressemblaient un petit peu, qui fonctionnaient tous un peu sur la même formule, une formule faite clairement pour plaire au Festival de Sundance, qui est la grosse vitrine du cinéma indépendant américain. Et donc tout le monde faisait un peu la même chose pour plaire et être sélectionné. Le problème, c'est qu'on arrive à un moment donné où le cinéma indépendant, je lui reproche la même chose que ce que je reproche au studio, c'est-à-dire qu'on a une certaine forme de formatage et une certaine forme de prétention qu'on maquille sous des allures un peu cool, un peu trendy, un peu hype. Et du coup, ça donne des films qui sont pas très sympathiques, qui en tout cas moi me donnent pas d'émotion, et pour lesquels je ne retrouve pas ce qui fait l'essence d'un film indépendant. Et en fait, c'est tout l'inverse. Pour ce qui se passe pour le film dont je vais vous parler ce soir, c'est un film qui s'appelle Ghostlight. C'est réalisé par Alex Thompson et Kelly O'Sullivan. C'est écrit par Kelly O'Sullivan. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'une famille qui fait face à un deuil et qui va trouver dans le théâtre une opportunité de surmonter ce deuil et d'exprimer ses sentiments qu'elle n'arrive pas à exprimer. Donc, ils vont intégrer petit à petit une troupe de théâtre amateur qui est en train de monter une représentation de Roméo et Juliette attention surprise. Si j'arrive pas à cliquer sur le bouton Shakespeare. Ouais, c'est ça, ouais. Ça réfléchit surtout. Non, c'est surtout que j'arrivais plus à cliquer sur le bouton micro. Et puis en plus de ça, j'avais en tête un autre type, Roméo et Juliette. Imagine la pièce. Ah bah, on demandera à Sophie, puisqu'elle est en train de tourner dans un Roméo là. Donc, ouais. Il y a une version trauma de Roméo et Juliette qui s'appelle Roméo et Juliette. Je pense que ça ressemble à ton idée. Ouais, ça doit sans doute. De toute façon, je pense que ça a déjà dû être fait un milliard de fois. Bon,
Bref, Oui, ce n'est pas ça, je c'est... pense. Voilà. Et donc, ce n'est pas le film de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio, c'est bien la pièce de Shakespeare qu'ils sont en train de monter, même si on voit à un moment donné, parce que en fait, ce qui est marrant, c'est que le père n'a jamais lu Roméo et Juliette, et donc du coup, pour se tenir au courant de ce que c'est, il regarde le film avec sa fille. Donc c'est assez marrant. Et donc dans cette famille, on a le père, Dan, dont je viens de vous parler, qui est interprété avec énormément de brio et de délicatesse par Keith Kupferer. Je sais pas comment on dit ça, Kupferer. Mais en tout cas, c'est un acteur qui est. Alors moi, je le connaissais pas du tout. Je vais être honnête. J'ai regardé sa filmo, probablement que je l'ai vu dans des films, mais en second plan, et je m'en souviens absolument pas. Mais là, vraiment, il m'a fracassé la tête, tellement il est émouvant et tellement il est juste dans ce personnage qui est. C'est un personnage qui est bourru, mais en même temps très délicat. C'est un personnage qui ne sait absolument pas quoi faire de son corps, parce que c'est un personnage qui est grand, qui est bien charpenté, sauf qu'il sait pas comment gérer ce corps-là, et en plus il ne sait pas gérer ses émotions. Donc souvent en fait, quand il est perdu et qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, il s'énerve et voilà, et donc c'est lui qui va d'abord intégrer la troupe de théâtre, et il va être suivi par sa fille Daisy, qui elle est en pleine combinaison du seuil de la colère au niveau du deuil et de la crise d'adolescence. Donc autant vous dire qu'elle n'est pas facile à gérer, qu'elle insulte à peu près tout ce qui passe, des professeurs jusqu'à la famille, en passant par les gens qui passent dans la rue, et tout Une ce ado, qui quoi. ressemble. C'est une ado, quoi. Une ado en deuil, c'est encore pire. Là vraiment, elle est sans filtre, mais elle a aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'intelligence. Donc voilà. Et puis dans cette famille, il y a aussi la mère Sharon, et là c'est Tara Malen qui l'interprète. Elle, par contre, c'est une figure des films indépendants américains que je connais bien, qu'on voit souvent dans les films indépendants. Et je pense que si vous voyez sa tête, vous allez tout de suite savoir qui c'est. Et c'est vraiment une actrice qu'on adore voir, parce que elle est très talentueuse, elle dégage beaucoup d'émotions, et voilà. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces trois acteurs dont je vous parle, en fait, dans la vie réelle, c'est une vraie famille. C'est-à-dire que Daisy, qui est interprétée par donc Catherine Kupferer, est la fille de Keith Kupferer et de Tara Malen. Donc on a une espèce de double mise en abîme entre la pièce dans le film et la famille dans le film. Donc voilà, c'est peut-être ça qui rend le film Ghostlight si juste. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que c'est aussi l'intelligence d'écriture de Kelly O'Sullivan qui arrive avec des petites touches, et j'allais dire, mine de rien, en fait, à montrer en fait la force et l'importance du théâtre, et surtout l'expression des sentiments que le théâtre permet, comme une sorte de catharsis, en fait, pour comprendre les sentiments que l'on a, vivre avec et réussir à les exprimer. Et comme je le disais, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a vraiment touché dans le film, c'est que tout passe par des petites choses. C'est-à-dire que ça aurait été facile de faire quelque chose de très larmoyant, de très pathos, de très évocateur au niveau de l'importance du théâtre, de dire, ouais, de passer son temps à ce que les personnages disent, ouais, j'adore le théâtre, ça me permet d'exprimer mes sentiments et tout. Non, tout ça, c'est jamais dit. C'est jamais explicité avec emphase comme on le voit souvent, mais par exemple ça va passer par des petites choses, et notamment à un moment pendant la représentation, il y a un montage alterné entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe, les choses banales qui se passent à l'extérieur. Donc on voit ce qui se passe sur scène, et puis tout d'un coup on voit des gens qui sont sur une balançoire dans un parc. Ensuite, on revient sur scène. Ensuite, on voit tout d'un coup, il y a un orage, et puis il y a des gens qui sont en train de courir sous la pluie. Et en fait, ça peut sembler tout bête, ce genre de choses, mais en fait, ça montre juste avec ce montage-là, sans expliciter tout, en fait, ça exacerbe en fait l'importance
que prend la représentation pour les gens qui sont sur scène et dans la salle en train de la regarder. Et c'est-à-dire que effectivement cette pièce qui est faite par des amateurs qui sont pas très bons, qui ils jouent pas très bien, mais c'est une pièce qui va pas changer le monde, qui va pas changer le cours du monde, mais pour ceux qui sont dans la salle et pour ceux qui sont sur scène, et ben en fait elle revêt une importance qui est capitale. Et ça c'est très très beau. Et ça a beau être du théâtre amateur, ce qu'ils vivent à ce moment-là n'appartient qu'à eux, et ça leur permet d'exprimer ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer à l'extérieur, parce que exprimer ses sentiments dans notre société, c'est un peu un aveu de faiblesse. Et moi, c'est le genre de choses, c'est le genre de scène, je vais vous dire, j'ai pas autant pleuré devant un film depuis très longtemps, mais parce qu'en fait, les moments d'émotion, en fait, ils sont pas annoncés. Ils viennent de manière presque impromptue, et c'est toujours à l'aube d'un geste, d'un regard. Et du coup, en fait, tout d'un coup, on est pris par l'émotion, on n'est pas préparé, on peut pas la contrôler. Et du coup, moi, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment pleurer, mais pleurer pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est pas un film du tout triste, c'est pas un film qui est pathos, c'est un film qui est lumineux. Et en fait, la réalisation, elle va, comme je le disais au début, elle va pas du tout chercher à rendre ça cool ou trendy, et du coup à donner un côté fake à ses sentiments. Là, on a une réalisation qui est juste ce qu'il faut, très humble, mais aussi très élégante, toujours en rythme avec ses personnages. Et la lumière, c'est pareil, il y a rien de Mathieu Vu, il y a rien d'incroyable, mais en même temps, c'est toujours très beau. C'est toujours la lumière, elle vient toujours épouser les sentiments des protagonistes. Et puis j'ai pas parlé des seconds rôles, parce que cette famille, ils intègrent une troupe, et cette troupe-là, elle est incroyable. C'est-à-dire que les gens qui la composent, les acteurs sont fabuleux, et c'est des personnages qui ont chacun leur caractère, qui ont chacun leur exubérance. Il y en a qui sont vraiment tarés, mais c'est des personnages qui, dès le début, dès qu'on les croise pour la première fois, on les aime et on a envie de faire partie d'eux, et il y a une solidarité qui se crée en eux. Il y a ils arrêtent pas de répéter que c'est une safe place, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un groupe dans lequel on aimerait être pour pouvoir parler avec eux, pour pouvoir dire ses sentiments. Et voilà, ils forment une espèce de famille dans laquelle va se réfugier cette famille. Et rien que ça, en fait, rien que cette jonction entre deux familles, rien que ça, c'est bouleversant. Et rien que ça, c'est très très beau. Et ça, ce n'est qu'une facette de ce film qui passe son temps à paraître simple, mais qui, en fait, au final, nous parle quand même de beaucoup beaucoup de choses, sans qu'on ait la lourdeur que ces thèmes peuvent apporter. Donc voilà, donc pour moi c'est un véritable coup de cœur. C'est pas un immense film, c'est pas un film qui va rester dans la mémoire du cinéma, et voilà. Mais moi, c'est un film qui m'a littéralement, je l'ai vu hier soir, hein. Je l'ai vu dans un petit cinéma à Paris. Le problème, c'est qu'il est sorti il y a quelques temps et qu'il n'y a plus beaucoup, j'ai vu 2024, donc... chez nous, il est sorti en 2025, il est sorti il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Mais il passe encore à l'Entrepôt à Paris, pour ceux qui connaissent. Un super cinéma dans le 14e. Et vraiment, je peux que vous encourager à aller le voir, parce que j'ai littéralement vibré pour ces personnages. Je les ai aimés dès le début, malgré leurs défauts. J'ai adoré partager ce moment avec eux, et j'ai vraiment ressenti ce que je peux ressentir parfois dans certaines séries. Sauf que là, ça a fonctionné en 1h30, ce qui est quand même assez rare, et ce qui est assez prodigieux. Donc pour moi, c'est un petit miracle, ce film.
C'est un film simple, mais qui dit beaucoup de choses. Mhm. Et voilà. Donc si vous avez l'occasion de le voir, si ça passe près de chez vous, ou sinon notez-le et puis dès que ça sort en VOD, jetez-vous dessus. J'ai Ça l'impression dure pas que très longtemps. il est référencé sur Mubi, mais j'ai pas vu Peut-être ailleurs. pas encore en France du coup, parce que avec la chronologie des médias, ça m'étonnerait qu'il soit disponible tout de suite, mais peut-être en Belgique il peut être disponible. Faudrait que je vérifie sur Just Watch, voir si on le voit déjà ou s'il y a une version DVD mais c'est en cherchant rapidement le nom du comédien pour voir si ça me disait quelque chose. Et bon, moi non plus. Pourtant, il est vraiment super. Enfin, c'est fou que je sois passé à côté de ce mec pendant autant d'années. Enfin, alors qu'il était dans quelques films que j'ai vus en plus, c'est ça le pire. Oui, moi aussi, mais enfin, c'était vraiment des seconds rôles, quoi. Enfin. Mais il est éblouissant. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est que son personnage évolue, mais il arrive à lui garder quand même les défauts qui font sa personnalité. C'est-à-dire que le fait qu'il n'arrive pas à gérer la corpulence de son corps, ça, même quand il sera à l'aise sur scène, même quand il sera dans ses meilleurs des moments, il arrivera toujours à faire comprendre qu'il a quand même cette difficulté à gérer la corpulence de son corps. Ouais. Même s'il est heureux, même s'il est... Et ça, c'est quelque chose de fou, parce qu'en fait, dans n'importe quel autre film, tout d'un coup, on l'aurait vu se développer, oublier ce trait-là de sa personnalité, de son physique. Et là, pas du tout. C'est quelque chose qu'il va garder jusqu'à la fin. Et même s'il va réussir à mieux le gérer, ce sera quand même quelque chose qui restera. Et ça, c'est quand même des petits détails qui font que tout d'un coup, le personnage, il prend une dimension qui est complètement différente et on s'identifie encore plus à lui, quoi. Et voilà, moi je pense que effectivement, c'est un thème, Fred, qui doit te parler, puisque tu es toi-même comédien amateur de théâtre et vraiment je pense que on doit, je pense que le sentiment que les gens qui travaillent dans des troupes amateurs, ça doit être ce sentiment-là qui ressort du film, quoi. Ça doit être vraiment cette espèce de quête de liberté, de catharsis, et vraiment c'est très très beau à voir jouer, quoi. Faut que je mette ça de côté, parce que là, globalement, effectivement, c'est compliqué à trouver. Je vois pas de salle en Belgique en tout cas. Donc, notez-le aussi de votre côté. Donc, Ghost Light. Bon, comment faire cette transition maintenant? Parce que toi, tu parlais du Ghost au Doom, en fait. Voilà. En fait, sinon, je peux aussi faire un truc comme ça. Voilà. Petite transition musicale. Ça fait peur. Ça fait peur, mais c'est ce qui t'accueille quand tu lances un certain jeu qui s'appelle Doom The Dark Ages. C'est tout doux, hein, ça va. Non? C'est pas doux? Globalement, c'est ce que j'écoute toute la journée en ce moment. C'est une berceuse. Pour moi, c'est une berceuse. Voilà. En même temps, je suis tellement fatigué que même je suis capable de m'endormir là-dessus. C'est un bruit de fond. Il manque juste les cris des monstres et des démons. Je peux les faire. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous loupez le visuel, en fait, donc allez voir ça sur YouTube. À la 28e minute, voilà. Il y a Olivier qui imite Deström, en fait. Donc dans mon récap de la semaine, il y a un truc qui est sorti le 15 mai
Donc là, on est le 19 sur PlayStation 5, Xbox Series, sur PC. Voilà, donc qui se trouve dans le Game Pass. Sur Game Boy. Oh, il y a bien un moment donné, ils vont réussir à le mettre sur Game Boy. Il y a bien quelqu'un qui va faire ça, vu que Doom a été mis sur à peu près tout. Je crois qu'il est même sur un frigo à un moment donné, le premier Doom, le tout premier. Donc là, c'est le 3e épisode du retour en fait de Doom depuis 2016, parce que Doom était revenu dans une nouvelle version en 2016. Puis il y a eu Doom Eternal. Voilà, c'est ça, Eternal qui est il y a déjà quelques années. Et donc celui-ci s'appelle The Dark Ages et donc moi je l'ai lancé, je suis pas très loin, c'est pour ça que c'est pas encore une reco, mais on est sur un truc un peu différent des deux derniers, c'est-à-dire que là autant les deux derniers te demandaient d'aller à l'affront, à affronter, etc. pour pouvoir taper, et plus tu te faisais bolosser, plus en fait t'étais énervé, et plus ça pétait de partout. Là, faut plus le jouer sous le côté un peu plus réfléchi, un peu plus lent. C'est une préquelle, donc un peu les origines du Doom Slayer, donc le personnage de Doom. Hein. Donc en fait, il te pénalise pour être vénère en fait cette fois-ci, c'est ça? Non. En fait, il faut être plus... Comment dire? Si tu veux être vénère, il faut que tu canalises un peu plus les choses, il faut que tu sois un peu plus réfléchi. C'est nul, enfin le... Oh. C'est nul? Non. En jeu, c'est pas nul du tout, parce que globalement, ça te permet de faire des attaques qui sont assez viscérales. Ça te permet de pouvoir aussi... prendre le temps et un peu respirer, parce que c'est quand même des jeux où en général t'es en apnée tout le long, hein. Voilà, on a quand même 22 chapitres, donc c'est pas rien. Et quand je dis chapitres, pourquoi? Parce que autant les derniers c'était le scénario, ouais il était là, mais en général c'était oui on s'en fout de ça, de cette histoire, nous on veut juste dégommer du monde. Et justement c'est pour ça que je supposais que c'était nul, parce que c'est à ça que ça sert, donc aussi c'est... Ouais, mais ils arrivent à l'avoir, sauf que le truc qui pour l'instant moi m'embête un peu, c'est qu'en fait ils ont rajouté toute une couche de cinématique avec une histoire, avec les forces des enfers qui sont sur une planète pour récupérer le cœur d'argent. Et il y a des humains qui sont là pour aider une race alien, et les humains, qu'est-ce qu'ils ont dans leur arsenal? Le Doom Slayer, qui en fait est une arme pour eux. En gros, c'est quand ça va plus, qu'il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit, on balance le Doom Slayer qui à lui tout seul peut dézinguer tout le monde. Et donc c'est toi. Amenez-en un. Et donc on est dans la bonne configuration en ce moment. Oui, c'est ça, on est dans la bonne configuration. Ici, on est aussi sur un... Comment dire, avant c'était très pas futuriste, mais voilà, très science-fiction. Ici on est sur une espèce de fantasy science-fiction. C'est assez étrange, parce que dedans il y a des dragons, et des dragons que tu peux utiliser. C'est pour ça que ça s'appelle The Dark Ages. Ah, j'ai cru que c'était des dragons qu'on pouvait buter. Non, tu peux utiliser les dragons, tu peux être à dos de dragons pour aller buter des démons. Okay, c'est Game of Thrones, Doom Game of Thrones. Un peu. Sans la baise. Ça serait marrant quand même. Et les nains. Mais en fait après pour le reste ça reste du Doom. C'est vrai que ça va peut-être choquer certaines personnes de dire le rythme est un peu plus lent, mais moi franchement ça m'a bien plu pour l'instant. D'autant plus que j'ai le côté viscéral, le côté violent, et puis le métal qui est derrière en fond musical tout le long, et avec un nouveau compositeur. Enfin, c'est un collectif qui s'appelle, je reprends le nom, Finishing Moves. Voilà. Tout simplement, Finishing Moves. C'est un collectif de compositeurs pour le jeu vidéo qui ont travaillé sur pas mal de choses, des séries comme Halo, entre autres. Et Borderlands aussi dernièrement. Et franchement tous les morceaux sont sur leur chaîne YouTube. On a même des behind the door pour voir un peu comment ils ont fait certaines musiques. Les clips en fait c'est eux en train de les jouer avec des instruments un peu improbables, mais c'est juste du bonheur pour les oreilles. Juste à la limite, voilà, si vous n'avez pas envie de faire le jeu, écoutez l'OST, et ça sera juste du plaisir. Mais j'en reparlerai un peu plus tard quand je l'aurai terminé, pour dire est-ce que finalement il tient la route,
parce que pour être franc, moi le Doom 2016 j'avais vraiment surkiffé, le Eternal m'était un peu tombé des mains, c'était un peu trop, j'en pouvais plus, et là j'ai l'impression que je vais bien accrocher quoi. On reverra ça d'ici quelques temps, et sinon niveau jeu vidéo il y avait autre chose, parce que je quasiment fait que ça, à côté de essayer d'être à jour pour The Studio. J'avais une question pour le Doomslayer. En fait, si c'est une arme ultime et que tu la sors à un niveau pour terrasser tes adversaires, quelque part, ça coupe le plaisir de terrasser tes adversaires. Et l'autre question, c'est est-ce que ça te permet en fait littéralement d'avancer et quasiment de passer à un niveau suivant en fait, ou de déclencher la cinématique suivante? En fait, Doomslayer, c'est toi. Le Doomslayer, c'est toi. Ah, je pensais que c'était juste une arme dans l'arsenal en fait. Non, le Doomslayer, c'est toi. Tu es une arme. Globalement, c'est vraiment, c'est quand on te, c'est pas vraiment un spoil, mais dans le début, en fait, on voit que ils sont vraiment, c'est la merde. Ils l'envoient et puis ils se rendent compte que c'est fou. En fait, ils l'utilisent comme un truc, un pion, et il a une espèce de laisse, comme si c'était vraiment un chien féroce qu'on balançait quoi. Mais tout ce qui est arme, pour te le dire, dans le premier chapitre, tu as le shotgun qui est ta première arme. Ouais. Tu as un gauntlet qui te permet de défoncer la gueule à coups de poing, mais vraiment de façon violente. Et vers le milieu du chapitre 1, tu as comment il s'appelle encore, le déchiqueteur. Le déchiqueteur qui en fait est d'une grosse mitrailleuse, mais t'as que 2 armes dans le premier chapitre. Et en fait, plus tu vas avancer, plus tu vas débloquer des choses, plus tu vas, tu vas évoluer et devenir puissant, et puis l'histoire va se développer et te raconter un peu ce qui se passe derrière et pourquoi il est tenu comme ça et quels sont les enjeux. Enfin voilà, c'est pas inintéressant. Je pensais qu'il devenait pas surarmé comme ça, qu'en fait dès le départ il avait une espèce de grosse arme en fait qui le dézinguait à n'importe quel moment. Non. Et la grosse arme qui est en fait la plus grosse arme historique dans Doom, c'est le BFG 9000, qui en fait BFG c'est Big Fucking Gun, tout simplement. Il y a pas, voilà, et ça ici je suis pas encore assez loin pour l'avoir récupéré, mais bon, j'ai des finish moves assez sympas, et puis c'est très très beau, surtout ça bouge bien, c'est très très beau, donc on verra plus tard. Par contre, plus ramassé dans son équipe et plus local, il y a le Kickstarter de Octarace qui a été lancé, je pense, il y a pas très longtemps, pour lequel il reste à peu près 12 jours avant sa fin. Octarace, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes comme moi un vieux de la vieille, vous avez sans doute joué à Micro Machines sur Mega Drive et Super Nintendo. Non. Et vous avez peut-être aussi joué sur PlayStation à Micro Machines V3. C'était tellement fun ce truc. Voilà, qui était globalement, moi, à part le 2 et le V3 je l'ai poncé, mais vraiment très très fort. Ici, oui. Des jeux dans le genre, il y en a plein qui ont essayé de le faire. Il y a même Micro Machines qui a essayé de refaire ça sur PlayStation 4 il y a quelques années, mais c'était pas la même chose du tout. Mais ici, Octarace, c'est une toute petite équipe qui en fait est en train de recréer la même chose avec des graphismes très pixelisés, mais aussi avec un peu de la 3D, des bagnoles qui ressemblent à des Renault 5 GT. C'est très facile à conduire. D'ailleurs, il y a une démo sur Steam, et il est prévu pour PC, Xbox, PlayStation 4 et Switch. Et donc là, pour l'instant, ils en sont à combien? Ils en sont à 6 382 € sur les 25 000 dont ils ont besoin pour vraiment faire en sorte que le projet voit le jour. Ça fait déjà 3 ans qu'ils travaillent dessus. Et en plus de ça, derrière, niveau design des personnages, on a Simon Hutt Trousselier, qui est un gars qui a travaillé sur Mutafukaz, par exemple. Bonne référence. Pardon ? Bonne référence. Voilà, oui, c'est une très bonne référence. Le comics et le film sont plutôt bons. Voilà, lui, il a travaillé sur ça. Il a travaillé sur le jeu Tinykin que j'avais conseillé dans Phase B il y a déjà un petit moment. Et en fait, il a créé des personnages. On a aussi une espèce d'histoire. Le Octarace, c'est une intelligence artificielle
qui en fait a une conscience, et en fait maintenant les courses, elle les fait faire aux humains pour savoir s'ils sont dignes ou non de rester vivants. Voilà, c'est simple. C'est vous gagnez la course, vous pouvez continuer, sinon vous n'êtes pas digne de vivre. Voilà. Micro Machines, Hunger Games. Exactement. C'est très coloré. Il y a 24 circuits qui sont prévus pour la version définitive. On a 8 personnages et ils prévoient dans les paliers, plus ils vont monter dans les paliers, plus ils rajouteront des personnages, etc. Mais ici, voilà, la démo vous permet déjà d'avoir quelques courses, de voir du time attack aussi. Puis de remarquer que déjà manette en main, ça réagit vachement bien, ça va bien vite. Et on a plusieurs types de bagnoles, on a même des choses qui volent, des choses qui vont sur l'eau, des camions, des motos, des Formule 1, etc. Bref, moi j'ai directement soutenu le projet. Ça commence à partir de 10€ si vous voulez avoir le jeu sur Steam, 12 si c'est sur console. Et puis après vous pouvez monter comme ça et soutenir un projet français d'une toute petite équipe. Voilà. En gros, c'est Octarace. Et on laissera le lien quand on fera les partages sur les réseaux sociaux. C'est déjà, voilà, c'est deux univers, hein. Doom, Dark Ages et Octarace. Ouais. Mais bon, voilà. Il y a un jeu qui est un peu plus reposant que l'autre. Ah, il y a un chat qui est pas d'accord. C'est pas très reposant, là. Octarace quand même. Enfin, faut être concentré pour. Ça va vite. Moi, j'ai un souvenir de Micro Machines où ça speedait, fallait faire du dérapage et tout, quoi, quand même. Hein. C'est la même chose ici. Tu as du dérapage, le dérapage te fait gagner du boost, le boost, voilà, etc. Et c'est toujours le même truc. Les Micro Machines, je sais pas si Florian, toi tu vois pas, mais en gros dans les courses, c'est dès que tu sors de l'écran. Globalement, t'es out. Donc, tu dois attendre qu'on repasse un checkpoint pour pouvoir continuer. Et donc, le but, c'est d'être toujours le plus possible devant aussi. Et puis, c'est vu un peu isométrique. Hein. Là, la différence, c'est que dans Micro Machines, on était sur des univers où on est des petites voitures justement Micro Machines de Matchbox, etc. Ouais, c'est ce qui faisait. En fait, ce qui était bien dans ce jeu, c'est que la physicalité de cette micro voiture faisait qu'elle pouvait aller très vite et faire des choses qu'une voiture de taille normale ne pouvait pas faire. Et dans des décors qui étaient en général, voilà, au bord d'une baignoire, sur un billard. Je me souviens de la baignoire. Voilà, sur un billard, etc. Ici, non, t'as des espèces de biomes qui sont interconnectés et un peu plus science-fiction, voilà, mais ça marche bien. Dès le départ, ça marche bien. Musicalement aussi, ça marche vraiment bien. Donc moi, je suis absolument impatient de les voir réussir leur Kickstarter. Donc là, ils sont à... On va dire au quart, il reste 12 jours. Il y a peut-être moyen que ça avance un peu, quoi. Puis bon, le prix d'attaque n'est quand même pas très cher. 10 balles pour avoir le jeu et les soutenir. Puis si vous voulez mettre plus ou un peu moins, vous pouvez toujours soutenir, hein, mais si vous voulez avoir le jeu, il faut mettre ça au minimum. Et le jeu, il est prévu pour quel... Décembre. Et quelle plateforme? Je sais pas si... PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Switch et PC. Ouais, tout, quoi. Ouais, à peu près tout. Donc, ouais. Donc, voilà. Ça, c'était à vous de voir. Bon, et j'ai le chien qui, apparemment, est pas d'accord avec moi. On va passer directement à la suite. Au contraire, il dit oui, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En fait, là, on va passer directement à la série recommandée par Florian. C'est même une double reco-série qui ont pour point commun, figure-toi, d'être des séries d'animation adultes comme Big Mouth, mais d'être sur les concurrents de Netflix. Les concurrents de Netflix au gros milliard, mais avec beaucoup moins, on va dire, de Vista Marketing. J'ai nommé Prime Video. Voilà, Amazon Prime Video. Enfin, ça existe encore, ça? Ça existe encore, figure-toi. Oui. Et figure-toi que ils ont de l'animation adulte, sauf que l'animation adulte que l'on connaît, que tout un chacun connaît, c'est surtout Invincible. Voilà, parce que c'est en tout cas que celle derrière. Il y a longtemps quand même. Mais ça, non, ça continue Invincible. Ça n'a pas été annulé. Ça continue. Je crois qu'ils vont diffuser la 3e saison cette année. Voilà. Et à côté, complètement zappé. Et à côté de ça,
il y a des séries qui sont très très bien produites, avec des castings prestigieux, avec des équipes de production prestigieux, qui sont comme ça balancées, voilà, comme ça sur Prime Video. Même en allant dans l'interface en fait de Prime Video, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver une de mes 2 recommandations, alors même que la saison 2 de cette série sort la semaine prochaine. Donc piqué pour le collégramme, je pense que je vais commencer par celle-ci. Ça s'appelle The Second Best Hospital in the Galaxy, le 2e meilleur hôpital de la galaxie. Ce qui en soi est un titre génial. Et déjà de base. Ouais. Et qui est, c'est une série en 8 épisodes. Et pour vous la décrire, en fait, et c'est ça qui est assez pratique, c'est que c'est vraiment des concurrents à Rick et Morty. Et ce qui est le plus pratique en fait avec cette série, c'est que c'est un parfait mix, pour vous la décrire, entre Rick et Morty d'un côté et Tuca et Bertie de l'autre. Tuca et Bertie, c'était une série donc avec Ali Wong et qui avait été sur Netflix pour la première saison, avec justement un toucan anthropomorphique qui était produite par l'équipe de BoJack Horseman, mais qui était beaucoup plus déjanté, qui se basait un tout petit peu plus sur la sororité entre son duo central. Le tout, on va dire, dans un univers très très développé, anthropomorphique, voilà, pour être une parabole de la jungle urbaine en fait, une parabole d'une métropole. Ça a débuté sur Netflix, ça avait été annulé, mais ça a été récupéré pour 2 saisons sur Adult Swim. Et donc cette série, le deuxième meilleur hôpital de la galaxie, c'est vraiment le côté art sci-fi de Rick et Morty, avec le côté duo attachant et très uni comme les 2 doigts de la main de Tuca et Bertie. C'est créé par donc une personne qui s'appelle Sirocco Dunlap, et oui, ça s'invente pas, qui était auparavant staffeuse sur les séries de Simon Reach. Elle a notamment écrit quelques petites choses sur Miracle Workers et Man Seeking Woman, des séries de qualité que je suppose que je vous recommande. Je pense que Fred va faire la même. Ah bah oui, mais c'est voilà. les 2 oui, à voir. Ouais. Et donc du coup ça c'est ça. Et en fait, la raison de l'existence de cette série, c'est que cette Madame Dunlap est tombée sur 2 productrices exécutives qui ont fondé une société de production qui s'appelle Animal Pictures, et qui veulent absolument mettre donc des talents féminins qui en sont leur premier ou deuxième projet en avant, et leur donner les moyens un tout petit peu de s'exprimer. Et ces 2 productrices exécutives, elles sont très très connues, ce sont des comédiennes qui s'appellent Maya Rudolph d'un côté et Natasha Lyonne de l'autre. Donc voilà, ça c'est des faits qui sont penchés sur ce berceau-là. Et à l'animation de cette série-là, on retrouve une compagnie qui s'appelle Titmouse, en fait, qui fait aussi l'animation de Big Mouth et qui fait aussi l'animation de Rick et Morty. Ce qui fait qu'en gros, c'est une des compagnies, on va dire, les plus développées, et aussi là où il y a une véritable patte dans l'animation adulte, en fait, c'est que ce qu'ils font est vraiment, vraiment splendide et très, très chiadé. Et c'est là où, en fait, on a le lien avec Rick et Morty, c'est que Rick et Morty, surtout sur ces dernières saisons, est connu pour, on va dire, des séquences d'action science-fiction, en fait, avec du gore, des monstres, des aliens, etc., qui partent littéralement dans tous les sens. Et cette série-là, en fait, aussi parce que c'est un tout petit peu la même compagnie d'animation, il y a aussi beaucoup enfin, pas beaucoup d'action, mais il y a aussi beaucoup, en fait, d'imagination et beaucoup de restitution d'un univers, on va dire, science-fiction, d'anticipation, qui est très très bariolé, avec énormément une explosion de couleurs, une explosion de formes. Ça me rappelle un tout petit peu Final Space dans une certaine dimension. Voilà, c'est donc de quoi ça parle. En fait, c'est on va dire un pastiche de série médicale, avec 2 docteurs, donc dans 2 docteurs aliens dans un futur très très avancé, qui vont avoir plusieurs patients sur lesquels elles vont opérer, et qui voilà, à chaque fois c'est souvent des cas médicaux. Et comme en fait c'est une série d'animation adulte, en fait c'est souvent des pitchs assez difficiles à décrire, donc je vais vraiment pas m'y risquer. C'est vraiment. Et au final, c'est toujours un lupus. Et c'est toujours quoi? Un lupus.
En lupus, non, quand même pas. On n'est pas dans Doctor House. Non, mais c'est pour le premier épisode, par exemple, c'est donc un patient qui vient parce qu'en fait, il a une excroissance, et l'excroissance, en fait, le ver qu'il habite, en gros, c'est un ver qui peut faire baisser l'anxiété de celui qui le porte. Et c'est là qu'on va avoir une espèce de mini-arc de la saison. C'est si vous tombiez en fait sur une solution pour, on va dire, vous débarrasser de l'anxiété sociale, en fait, est-ce que voilà, vous le prendriez comme un virus, ou est-ce que vous le garderiez un tout petit peu pour expérimenter, et vous essayeriez d'en faire quelque chose. Et dans le monde, en fait, de cette série-là, évidemment, c'est un monde qui est dystopique et récupéré par une multinationale qui contrôle littéralement tout, et qui va jusqu'à faire des coupures publicitaires pendant les procédures chirurgicales, ou faire des pubs pour des barres chocolatées pendant qu'il y a des patients qui sont en train de mourir, etc. Donc il y a un tout petit peu de mauvais goût, mais c'est une série qui est aussi extrêmement psychédélique. Moi, enfin, il y a un côté vraiment stoner, et il y a certains dialogues, en fait, qui sont mis dans cette série, où je me dis, je pense que c'est des choses, ça serait bien passé dans les années 70. Donc ça part vraiment dans tous les sens. Et le duo principal dans la VO, en fait, est fait par donc Stéphanie Sou, qui a été nommée aux Oscars pour son rôle dans Everything Everywhere All at Once. Donc celle qui jouait la fille de Michelle Yeoh. Et de l'autre côté, il y avait Keke Palmer, qui est donc actrice afro-américaine extrêmement en vue, qu'on a vu notamment dans Nope de Jordan Peele. Donc c'est elle qui joue le rôle principal féminin. Donc donc c'est un tout petit peu comme Tuco et Bertie. Donc ce sont vraiment deux comédiennes vraiment reconnues à jouer les voix. On sent qu'il y a pas mal de fun, mais, et c'est là où le bas blesse, ce qui est, on va dire, assez malin avec Rick et Morty, c'est que Rick et Morty souvent ils explosent le format, mais c'est souvent Rick qui va être propulsé, ou qui va avoir des aventures dans lesquelles il va entraîner Morty, et donc ça va ça va souvent sur des planètes différentes, et il y a souvent un tout petit peu une structure répétitive, même s'ils essaient de la casser, on va dire, 2 ou 3 fois par saison. Et cette série, donc le second meilleur hôpital de la galaxie, c'est pas aussi évident que ça. Il n'y a pas de cas de la semaine. Il y a souvent des intrigues, on va dire, personnelles, en fait, donc avec le Dr. Clack. Oui, il s'appelle vraiment le personnage s'appelle Dr. Clack, incarné par Keke Palmer, et le Dr. Slitch et l'autre doctoresse. Dr. Clack, comme une claque. Ouais, comme une claque. C'est fou quand même, parce que donc j'ai écrit une pièce dans laquelle j'ai inventé le médecin légifle. Qui est comme un médecin légiste. Sauf qu'elle est chirurgienne, du coup, elle est pas les gifles. Ah, mais elle met beaucoup de cas. C'est pas le même alors. Ouais. Mais il y a vraiment un côté stoner, il y a vraiment un côté psychédélique, et surtout et le problème, et c'est pour ça que je parlais du marketing de Prime Video, c'est que contrairement à Invincible, c'est pas une série qui se vend toute seule, très très loin de là. C'est une série donc qui part assez loin dans ses délires. Qui a quand même un certain cœur. J'avoue que c'est sur le premier épisode, en fait, il y a tellement de délire, on va dire, d'anticipation, et il y a un univers qui est tellement abouti que, en fait, c'est difficile de rire aux blagues, ou de vraiment penser, en fait, aux vannes, en fait, qui sont mises à l'écran, parce que l'univers est vraiment de la science-fiction très 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 déroutant. Donc ça va à fond là-dedans, donc ce qui est vraiment tout à leur honneur, en fait. C'est bien d'avoir une vraie série de science-fiction, voilà, avec d'animation de science-fiction, donc surtout après tant d'annulations, notamment celle de Final Space. Mais malheureusement, c'est pas forcément super marrant. C'est souvent assez drôle, c'est souvent assez attachant, mais ça reste quand même assez conceptuel, et c'est assez bariolé. Alors,
Voilà, donc ce que je vous la recommande, c'est de la tester par vous-même si vous êtes abonné à Prime Video. La saison 2 arrive littéralement mardi prochain. La série, de toute manière, elle n'avait pas été renouvelée, elle avait été déjà commandée pour 2 saisons. Je pense très sincèrement que ça sera la dernière, tout simplement parce que, enfin, même la première saison est sortie l'année dernière, en fait, genre en février 2024. Même moi, il a fallu attendre un peu jusqu'à ce qu'il y ait la confirmation de la saison 2 avant de dire ah mais c'est vrai, ça avait déjà été diffusé. Donc voilà, Prime Video ne fait strictement rien par rapport à cette série-là. Voilà, c'est 8 épisodes, c'est très très bien produit, on n'a pas le temps de s'embêter. C'est pas, je dis pas que c'est forcément pour tout le monde, mais il y a un esprit qui est assez singulier. C'est un peu encore l'exemple même de comment Prime gère ses sorties, quoi. Parce que tu dis, ouais, c'est une série qui n'a pas été mise en avant, mais comme un milliard de choses sur Prime, en fait. Un milliard de choses sur Prime, ouais. Parce qu'à part mettre en avant The Boys... Reacher. Ouais, et encore, voilà. Voilà. The Boys, Invincible, comme tu as dit, il y avait quoi d'autre? Ouais, bah voilà, à part LOL qui ressort, éventuellement, et encore. Toi, c'est... Enfin, je dis ça, mais après ils sortent pas forcément que de la qualité, alors que Apple fait à peu près pareil niveau mise en avant de leur série, hein. Et on retient, ah oui, c'est là où il y a Severance, alors qu'en fait il y a un milliard de choses beaucoup plus intéressantes. Oui. Enfin, je dis pas Ted Lasso est... Bon, ça c'est le cas à part, mais bon, bah, voilà, on met en avant Severance, c'est très bien, hein, ça permet de mettre un peu en avant la plateforme, mais il y a tellement plein de choses, quoi. Comme je disais tout à l'heure, hein, The Studio, c'est un petit bijou, quoi. J'ai hâte de voir le dernier épisode et bon. Je sais pas. Et l'autre, et saviez-vous que Prime Video avait sorti une série d'animation adulte le mois dernier pour le 20 avril? Eh bien, c'est le cas, ça s'appelle Number One Happy Family USA. C'est co-créé, donc c'est en production depuis 3 ans, et c'est co-créé, c'est produit, s'il vous plaît, par A24, qui font quasiment pas d'animation, et ils ont produit celle-ci. Et dans la boucle, en fait, et c'est pour ça aussi qu'ils produisent ça, il y a Rami Youssef, qui est donc le créateur et le rôle principal de Rami, intégrale qui a été vue l'année dernière sur France Télé et qui actuellement est dispo sur Arte, donc il y a 3 saisons de ça. Et ça a été co-créé par Rami Youssef et une vétérane de l'animation que peut-être ça va pas dire grand chose au grand public, mais c'est quelqu'un qui a vraiment roulé sa bosse depuis 25 ans. C'est une personne qui s'appelle Pam Brady et qui était une des têtes pensantes des premières saisons de South Park aux côtés de Parker Heston. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà. Ouais. Et elle a aussi énormément roulé sa bosse en fait sur pas mal de comédies, pas mal de sitcoms, ouais. Pas mal de co-création de films. Et vraiment, Number One Happy Family USA, c'est une satire de comment a vécu, comment la communauté musulmane américaine a vécu le post-11 septembre et un tout petit peu l'islamophobie qui a eu lieu donc vraiment sur en fait post-11 septembre et juste pendant en fait tout le déploiement en Irak et en Afghanistan. Et donc sous les traits de la famille Hussein en fait, et donc Rami Youssef a fait les 2 voix, fait les voix donc de Rumi qui est le fils et Hussein qui est le père. Donc pour la petite histoire, le père en fait est un tenancier de stand de shawarma juste devant les locaux de Fox News, et la série commence la veille du 11 septembre. Donc évidemment, il s'en donne à cœur joie pour en fait accumuler tous les événements, on va dire, assez climatiques, c'est-à-dire que la fille veut faire son coming out lesbien juste le lendemain avec ses parents. Voilà, il y a le père qui nourrit beaucoup d'espoir pour développer sa franchise de shawarma, etc., etc. Et effectivement, donc voilà, tout le premier épisode va va avoir pas mal d'événements assez climatiques. Qui vont se conclure avec le 11 septembre 2001, et on va dire avec le destin de cette famille-là qui bascule tout simplement parce que, et c'est expliqué de manière assez frontale,
les voisins, les gens qui connaissaient, etc., ne vont absolument plus les regarder de la même manière. Et dans le deuxième épisode, il y a un petit gag, mais enfin qui est de l'humour noir, où en fait CNN en fait a les photos en fait de tous les terroristes en fait qui étaient à bord des avions du 11 septembre. Il y avait littéralement qu'un Égyptien et c'est le cas de la famille Hussein. Mais ça va pas empêcher en fait tout un chacun de devenir, on va dire d'être, on va dire, assimilé à des terroristes, complices de terroristes, etc. Donc il y a, c'est pas, quand je l'explique comme ça, c'est pas la série, on va dire, la plus facile à voir, mais néanmoins, il y a un côté il y a un côté très jouissif et très très bien vu de situer la satire au niveau des années 2000, hein, tout simplement parce que ça permet d'avoir beaucoup de recul et de faire pas mal de vannes d'époque. Donc il y a notamment un épisode où donc le Rumi en fait et donc le Number One Happy Family USA dérive de donc le père le père de la famille, hein, commence à devenir absolument parano et dit puisque le reste de la communauté, le reste enfin voilà de nos voisins, de nos proches, etc. On est devenu des parias, des pestiférés et tout ça. On va être un modèle de famille, on va être le modèle d'intégration de famille tout à fait à l'aise. Et donc il va essayer on va dire, de gommer et d'être l'exemple d'assimilation. Et donc il y a tout un propos qui est fait dans les épisodes suivants sur un peu le code switch, c'est-à-dire l'adaptation en fait enfin l'adaptation de codes sociaux appartenant à d'autres communautés pour, on va dire, effacer sa propre identité sociale, etc. Donc il y a tout enfin ce concept-là, il est poussé très très loin dans l'épisode 2. Il y a des très très bonnes idées néanmoins, donc avec justement comment les gosses en fait de la famille vont gérer un tout petit peu le pétage de plomb du père, qui va vraiment devenir de plus en plus parano et va vouloir absolument sauver sa peau parce qu'il dit voilà, si on s'intègre pas, on est totalement mort, on va être traduit en justice et on va être amené par le FBI. Et d'ailleurs, il y a la voix, il y a un agent du FBI en fait qui devient de leur voisin qui habite juste dans la maison d'en face. Et la voix, c'est Timothy Olyphant, s'il vous plaît. Donc il y a énormément de bonnes idées, mais ça reste très foutraque, hein. Il y a beaucoup d'idées qui fonctionnent un tout petit peu moins en fait. Donc il y a des délires. Par exemple, juste avant le 11 septembre, ils avaient prévu de sacrifier un agneau. Je crois que c'était pour l'Aïd, enfin, et en fait, l'agneau, en fait, il reste dans la chambre de Rumi, et en fait, il lui donne une voix d'agneau qui veut absolument, enfin, qui est suicidaire, qui veut absolument se sacrifier, et qui est un tout petit peu le monologue intérieur de Rumi. Donc, il y a énormément de délires comme ça. Il y a même si vous voyez en fait South Park, il y a un petit écran au début des épisodes pour dire que voilà, cela parodie tout. Et Number One Happy Family a exactement le même type d'écran. Je vous laisse le découvrir, c'est quand même assez marrant. Et donc c'est vraiment une parfaite alliance entre donc les sensibilités de Ramy Youssef en fait, qui veut parler un tout petit peu voilà, qui veut parler un tout petit peu enfin de malaise, de comment traverser les années 2000 en fait en étant on va dire totalement victime en fait des caricatures et des oxymores donc lancés par voilà, les médias conservateurs, les médias nationaux. Ça a aussi un propos qui est beaucoup plus fin que ça, avec donc un personnage de prof en fait qui, à vouloir trop bien faire, réussit quand même à mettre une cible sur le dos sur Rumi. Donc par exemple, Rumi est censé faire un exposé et la prof lui dit voilà, posez-lui toutes les questions sur l'islam et posez-lui toutes les questions que vous voulez sur et donc ça part à la catastrophe, hein. Donc il y a beaucoup de représentations satiriques de l'entourage et un peu de comment
de comment d'un côté la famille va s'adapter à une société américaine qui s'hystérise d'autant plus, donc la société Bush, et de l'autre côté des personnages des personnages qui essaient, on va dire, d'être bienveillants envers la famille Hussein, et ça va pas forcément fonctionner. Donc voilà, c'est pas une satire qui fonctionne vraiment à 100%. Là aussi, c'est comme l'autre série, comme le deuxième meilleur hôpital de la galaxie, ça a été commandé pour 2 saisons. Donc si vous regardez la saison 1 là, il y aura une saison 2, de toute manière, elle est en production. Ça va pas être annulé de suite. Et c'est beaucoup plus accessible aussi par rapport au type d'humour que c'est, etc. Néanmoins, je pense que c'est peut-être une série qui souvent, souvent, si on n'a pas les références ni culturelles ni forcément pop culture du début des années 2000, il y a une partie de l'humour qui peut passer au-dessus. Et aussi le casting vocal par rapport à Second Best au deuxième meilleur hôpital est un tout petit peu en retrait. Il y a quand même des excellents acteurs, donc je pense notamment donc la fille adolescente qui veut faire son coming out lesbien, et incarné, enfin c'est la voix de Alia Shawkat qui est donc Madame Arrested Development, Search Party, qui a traîné sa bosse depuis 20-25 ans, qui est une excellente actrice. Mais c'est un casting vocal qui est peut-être un tout petit peu moins qualitatif que Second Best Hospital. Mais néanmoins, je trouve que ces 2 séries méritent quand même les détours, et je pense que si elles avaient été sur Adult Swim, si elles avaient été sur Netflix, je pense qu'elles auraient bénéficié de beaucoup plus de promotion, et je pense qu'elles ne méritent tout simplement pas ça. Voilà. Ok, très bien. Très bien, tout ça c'est sur Prime Video, donc de temps en temps, faut aller faire un petit tour dessus, se fader l'interface imbuvable et essayer de trouver quelque chose dedans qui soit vraiment ce qu'on veut. Alors j'avais une petite question moi par rapport à ma reco, qui en est plus ou moins une, c'est plutôt comment dire une espèce de chronique, j'en sais rien vraiment. Est-ce que vous avez des habitudes sur YouTube, des niches bien particulières quand vous regardez sur YouTube, parce que vous en regardez pas, j'en sais rien, mais non. Aucune, je ne vais jamais sur YouTube. Jamais. Moi, c'est uniquement de la niche, on va dire, podcast vidéo, donc soit autour du hip-hop, soit autour des albums R&B. Il y a 2-3 chaînes que je suis comme ça, mais dans l'ensemble, enfin sur les contenus au long format, c'est ça, mais sinon, j'ai pas de niche vraiment niche. Ok. Moi, j'ai plusieurs petits trucs, mais ces derniers mois, je suis tombé dans un. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça dans le fichier de Excel qu'on utilise pour le programme. Je suis tombé dans un rabbit hole, vous savez, le trou du lapin, comme dans Alice, où plus ça avance, plus en fait il me faut du contenu, plus j'essaie de découvrir des chaînes qui sont un peu liées, et tout ça c'est parti un peu notamment de la chaîne Trent the Traveler. Je sais pas si vous connaissez, je pense que j'en ai déjà un tout petit peu parlé. C'est un Américain qui est un cinéaste qui en fait vit dans son van qu'il a aménagé vraiment de façon comme une espèce de petite maison, et il traverse les États-Unis et d'autres pays. Ici il a fait aussi un petit truc sur le Japon dernièrement, avec lui tout seul et son chien qui est absolument adorable. Et c'est le genre de contenu où en gros lui il va
passer son temps à aller justement faire un peu de randonnée, où il va découvrir des endroits un peu insolites, ou juste partager un moment de vie, tout simplement. Moi, j'étais tombé dessus avec notamment une série de vidéos où il était parti depuis les États-Unis jusqu'à le point le plus loin en Alaska, dans son van, et puis en plusieurs vidéos comme ça on voyait un peu le paysage, on voyait ce qu'il pouvait vivre, ce qu'il pouvait découvrir, les gens qu'il rencontrait, et c'est des formats de vidéos qui peuvent aller de 20 à 45 minutes, et c'est le genre de choses qui moi en ce moment me reposent beaucoup, d'avoir un peu de choses qui se passent bien, une personne qui est très souvent enjouée, qui découvre vraiment comme un gamin pas mal de choses. En plus de ça, c'est un joueur, il joue beaucoup, et il y a certaines de ses vidéos sur sa deuxième chaîne où en gros c'est lui qui joue à des jeux d'horreur dans son van, et c'est assez drôle la façon dont il réagit à ça. Et de ça, en fait, j'ai creusé un peu et je suis parti sur pas mal d'autres youtubeurs que je regardais déjà, mais où j'ai été fouillé un peu par ce type de vidéos, des road trips en fait, d'autres youtubeurs que j'avais un peu snobé pendant un moment, notamment Eddie Burbach, qui est aussi c'est un comédien américain qui a fait deux séries, deux vidéos qui m'ont beaucoup fait rire, où en gros c'était je fais un road trip pour essayer tous les rainforest cafés des États-Unis, où je fais la même chose avec un autre type de restaurant, et en fait on le voit en train de souffrir parce que manger au Rainforest Café, je sais pas si vous voyez, il y est je pense à Disneyland à Paris, il en reste encore un. Ce truc-là avec les animaux dedans, le faux orage, et en fait on le voit suivre, et moi ça me fait beaucoup rire parce que il y a un côté un peu voyage, il y a un côté road trip, et puis surtout il y a un côté très très naturel, pas trop pas scripté du tout, qui me plaît beaucoup. Et donc je suis tombé dans ce truc-là avec pas mal de petits de petits youtubeurs, ou plus ou moins grands youtubeurs même plutôt. Je crois que je vous avais parlé de Détective Renan, qui lui pour l'instant il est parti de Paris pour aller jusqu'à Tokyo en voiture, dans une Peugeot qui date de 75. Donc c'est assez rock'n'roll, et c'est aussi, on se dit que il y en a qui ont pas peur pour leur vie. Et puis de ça, je suis tombé dernièrement sur un autre youtubeur qui est aussi un musicien qui est pas mal niveau musique, qui s'appelle Sir Yacht, si on veut, qui lui en fait c'est aussi un peu du côté road trip, mais c'est plutôt tiens, je vais me lancer des défis à la con, parce il se définit comme étant un professional dumbass. Et il va se lancer des défis à la con comme j'ai mangé pendant une semaine exclusivement chez Starbucks, j'ai fait les Five Guys les plus chers, et en fait en gros c'est lui qui s'en va à Hawaï et qui mange pendant 7 jours que du Five Guys, donc 3 repas par jour, et qui montre à quel point c'est très très cher. Et c'est des trucs où en gros tu dis bon du tout pour l'estomac, quoi. Non, et alors par contre le truc c'est que ce gars-là il fait ça, mais en général quand il fait ça, en même temps derrière tu vois dans ses vidéos il se fait des petits défis genre je dois perdre autant de calories par jour, je dois aussi faire un mini marathon, ou en gros il a fait un truc sur une chaîne de stations essence, mais à l'américaine, qui s'appelle le Buc-ee's. Et Buc-ee's en fait c'est une chaîne dans le sud où en gros on a des genre 120 pompes. Ici on a alors 4, 5, 10, 12 pompes. Là non, 120. Plus un énorme truc où dedans tu as genre un Walmart énorme avec un barbecue, tu peux limite y vivre. Et je dis tiens, pendant une semaine je vais manger que là-bas, tous les repas ce sera là-bas. Et en fait il dit en même temps il faut que je m'occupe, donc je vais faire un marathon en même temps, donc les 42 miles je sais plus quoi qu'il faisait, ou 42 km. Et le mec est complètement taré, mais ça en est drôle en fait. Et
Tu le vois souffrir, tu te dis bien, faites pas ça. Ne faites absolument pas ça. Il s'est fait par un professionnel. Mais voilà, j'ai découvert ce genre de truc où en gros, c'est des vidéos qui durent en général une demi-heure, 3/4 d'heure. Et en fait, en fond ou avant de m'endormir, ça me fait beaucoup de bien parce qu'il y a un côté un peu dépaysant, no-brainer. Voilà, je suis tombé là-dedans et j'ai l'impression que je suis un peu tout seul. Mais il y en a, c'est de la ASMR. Moi, c'est ce genre de vidéos-là qui me font beaucoup de bien, surtout en ce moment où c'est compliqué de trouver des choses qui respirent un peu la joie de vivre. Voilà. Donc quelques chaînes que je vous conseille. Et le dernier en date aussi, c'est 17h17. Si vous voulez un autre genre, où en gros un gars en France, il a acheté une petite maison isolée, il a décidé de la retaper. Et c'est assez fun. Par contre c'est plus court, hein, c'est 10 minutes la vidéo. Mais voilà, des choses comme ça il y a un côté focus, toi, mon ADHD ou mon anxiété qui est un peu cloisonné dans un truc. Et j'ai l'impression que je m'enferme là-dedans pour canaliser des choses, et je sais pas si c'est une bonne chose. Il faudrait que je demande à un psy. Voilà. Faudrait que je demande à ma femme, elle va pas être d'accord. Voilà, c'était ma reco. Ça marchait pour Colombo. Hein. Colombo, il allait demander à sa femme tout le temps quand il était en enquête. Exactement. Voilà. Donc en gros, des recommandations un peu classiques, hein, niveau série et niveau cinéma. Et puis moi, je sais pas où foutre en fait ce truc-là. Mais voilà, de quoi regarder en tout cas beaucoup de choses avec qui vous feront rire ou en tout cas du bien, on espère. Surtout, je pense à Sarah qui va devoir trouver une couverture pour le récap réseaux sociaux. Je sais pas comment elle va faire. Elle va mettre un gros YouTube. Elle peut mettre... globalement, tout ça est parti vraiment de... Ah oui, j'en ai oublié en plus, merde. De Trent the Traveler. Et en fait, dernièrement, j'ai aussi découvert Van Life Saga, que j'ai partagé sur Blue Sky. Et Van Life Saga, c'est un Québécois, mais ses vidéos sont en anglais. Et ce qui est marrant, c'est que de temps en temps, t'as un petit bêtisier où on l'entend jurer en français. C'est assez drôle. Et il y avait... C'était Barra... c'était quoi son truc, le dernier Lost in Barra. Donc au Mexique, où c'est 4 vidéos assez courtes où c'est 2 gars qui partent depuis Montréal jusqu'au Mexique en traversant les États-Unis avec quelques soucis sur le chemin, mais c'était assez drôle. Et eux aussi ils vivent dans leur van et leur but c'était d'aller faire la fête quelque part au Mexique, donc à Barra justement. Et donc ça voilà, si vous voulez voir un peu ce que je regarde, regardez ce truc-là, c'est assez court. Ça fait du bien. Et donc bon courage effectivement, Sarah. Elle va mettre Alice au Pays des Merveilles en plein milieu, et puis elle va dire, oh, c'est bon. Ou le logo YouTube. Ouais, je pensais ça. Hein. Elle va mettre un gros logo YouTube. Ouais. Enfin voilà, donc pas mal de choses pour vous. Voilà, on était en petit comité, mais on a fait un épisode relativement long par rapport à notre nouveau format, on va dire. On vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une bonne semaine, de bons moments culturels et surtout Bon Jovi. J'aurais dû mettre Doom à la place. Bon Joe Doom. Allez, à bientôt.